Au milieu de la journée de travail, un hélicoptère a tout arrêté dans l'immeuble. Le millionnaire est descendu en pointant la jeune femme de la caisse. « Tu vas être ma femme maintenant », a-t-il dit d'une voix ferme, et quand il a révélé la raison, tout le monde est tombé en larmes. Qu'imaginez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenez membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le cabinet comptable Horizon était en pleine effervescence ce mardi de juillet. À la fenêtre, les rayons du soleil d'hiver parisien réchauffaient à peine l'atmosphère froide et impersonnelle de l'avenue des Champs-Élysées. Hélène Dubois, 32 ans, regardait avec concentration l'écran de son ordinateur, ses doigts dansant avec précision sur le clavier. Les chiffres étaient son langage et les bilans financiers, sa poésie silencieuse. « Hélène, as-tu terminé la déclaration pour Bâtiments Aurore ?» demanda Sophie, sa collègue, interrompant son flux de pensées. « Presque. J'ai juste besoin de revoir quelques incohérences dans le relevé du dernier trimestre, » répondit Hélène, ajustant ses lunettes à fine monture sur son visage délicat. Le son du téléphone brisa le rythme de la conversation. Hélène décrocha avec sa formalité habituelle. « Cabinet Horizon, Hélène Dubois à l'appareil. »« Hélène, c'est Claudine de la réception. Il y a un homme ici. Il est arrivé en hélicoptère. Il demande à te voir. » La comptable fronça les sourcils, confuse. Personne n'arrivait en hélicoptère pour parler à une simple comptable dans un cabinet de taille moyenne. « Il doit y avoir une erreur, Claudine. Je n'attends personne et certainement pas quelqu'un qui... » Un fracas interrompit sa phrase. Le bruit des pales d'un hélicoptère planait au-dessus de l'immeuble, faisant vibrer les vitres des fenêtres. Hélène et les autres employés se précipitèrent aux fenêtres. Sur l'héliport de l'immeuble voisin, un hélicoptère noir aux détails dorés venait d'atterrir. « Mon Dieu, qui pourrait être aussi extravagant ?» murmura Sophie, les yeux écarquillés fixés sur l'aéronef. Hélène ne répondit pas. Quelque chose dans cette scène la dérangeait profondément. Une étrange sensation de familiarité qu'elle ne pouvait expliquer. De l'hélicoptère descendit un homme grand, athlétique, vêtu d'un costume impeccablement taillé. Même à distance, elle pouvait percevoir sa posture dominante, la façon dont ses larges épaules se déplaçaient avec une confiance inébranlable. « Retournons au travail tout le monde. Le spectacle est terminé, » dit M. Laurent, le directeur du cabinet, dispersant les curieux. Hélène retourna à contre-cœur à son bureau, mais n'arrivait pas à se concentrer. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau s'ouvrit et Claudine entra visiblement nerveuse, suivie par l'homme de l'hélicoptère. De près, il était encore plus impressionnant. Il devait avoir environ 38 ans, des cheveux noirs avec des fils gris aux tempes, une peau bronzée et des yeux verts perçants qui semblaient analyser tout autour de lui. Hélène sentit un frisson parcourir son échine lorsque ses yeux se posèrent sur elle. « Mademoiselle Dubois » dit-il, sa voix grave résonnant dans le bureau maintenant silencieux. « Enfin nous nous rencontrons. » Hélène se leva, sentant ses jambes trembler. « Excusez-moi, mais je ne me souviens pas avoir pris rendez-vous avec vous, monsieur Raphaël Mercier, » répondit-il, s'approchant d'un pas ferme. « De Mercier Immobilier. » Le cœur d'Hélène fit un bond. Mercier Immobilier était l'une des plus grandes entreprises du pays, connue pour ses projets de luxe disséminés à travers la France. Et Raphaël Mercier était l'héritier de l'Empire, souvent cité parmi les hommes les plus riches et influents du pays. « En quoi puis-je vous aider, monsieur Mercier ?» demanda Hélène, essayant de garder son calme. Raphaël regarda autour de lui, mal à l'aise avec le public formé par les collègues d'Hélène. « Pouvons-nous parler dans un endroit plus privé ?» Monsieur Laurent trébucha presque sur ses propres pieds pour offrir son bureau. « Bien sûr, utilisez mon bureau, je vous en prie. Faites comme chez vous. » Dans le bureau, Raphaël refusa le café proposé et alla droit au but. « Mademoiselle Dubois, je suis ici pour une affaire de famille, plus précisément concernant une dette qui existe entre nos familles depuis 3 générations. » Hélène cligna des yeux, confuse. « Dette? Quelle dette? Ma famille n'a jamais mentionné... Votre grand-père, Antoine Dubois, et mon grand-père, Auguste Mercier, étaient associés dans les années 60, interrompit Raphaël. Quand leur entreprise a fait faillite, mon grand-père a assumé toutes les dettes pour protéger le vôtre. Un accord a été signé, documenté,
et paraphé. Hélène secoua la tête. C'était il y a plus de 50 ans. S'il y a eu un accord, il a certainement déjà été réglé. Raphaël sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. L'accord prévoyait que la dette serait payée en argent ou par une union familiale. Union familiale? Répéta Hélène, la gorge sèche. Mariage, clarifia-t-il, retirant une enveloppe en cuir de sa sacoche. Selon ce document, signé par nos grands-pères, si la dette n'était pas remboursée financièrement en 3 générations, un membre de la famille Dubois devrait épouser un membre de la famille Mercier. Hélène laissa échapper un rire nerveux. C'est ridicule. Nous sommes au XXIe siècle. Personne ne fait plus d'accord de mariage pour payer des dettes. La loi reconnaît les contrats signés, indépendamment de l'époque, rétorqua Raphaël, lui tendant le document. Et j'honore toujours les contrats familiaux. Hélène examina le papier jauni par le temps. La signature de son grand-père était là, avec celle d'Auguste Mercier. Son estomac se contracta. « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, essayant de gagner du temps pour assimiler cette folie. « Vous êtes la seule descendante directe de la famille Dubois en âge approprié, » répondit Raphaël, pragmatique. « Quant au timing, le délai final pour le paiement de la dette expire la semaine prochaine. Votre père a essayé de payer la somme pendant des années, mais n'a jamais réussi à réunir le montant nécessaire. Les pièces commencèrent à s'assembler dans l'esprit d'Hélène. Les difficultés financières constantes de sa famille, les nuits où elle trouvait son père penché sur d'anciens documents, l'effort herculéen pour la maintenir dans de bonnes écoles malgré la situation tendue. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, sentant un courage qu'elle ne savait pas posséder. Les yeux de Raphaël brillèrent dangereusement. « Alors je serai obligé d'exécuter la dette. Votre famille perdra tout, la maison à Montmartre, la ferme en Normandie, et votre père devra assumer des intérêts accumulés depuis des décennies. Il ne s'en remettra jamais financièrement. » Le sang d'Hélène se glaça. Son père, Charles, à 65 ans, avait déjà subi 2 crises cardiaques. Un tel coup serait dévastateur. « Combien est la dette ?» osa-t-elle demander. « 15 millions d'euros, avec les intérêts actualisés. » Hélène sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'était une somme impossible pour sa famille. « Vous avez 3 jours pour décider, » dit Raphaël, se levant. « Soit vous acceptez de m'épouser, soit votre famille affrontera les conséquences légales de la dette. » Quand il sortit, Hélène resta immobile sur sa chaise, le document tremblant dans ses mains. Dehors, le bruit de l'hélicoptère envahit à nouveau le bureau, mais elle parvenait à peine à l'entendre. Dans son esprit, une seule question résonnait. Comment sa vie organisée et prévisible avait-elle pu se transformer en cauchemar en quelques minutes? Dans son modeste appartement du Marais, Hélène fixait le mur blanc de sa chambre, encore étourdie. Son téléphone sonna pour la 10e fois. C'était sa mère, inquiète. Elle n'avait encore rien dit, ne sachant pas comment expliquer cette situation absurde. « Allô, maman ?» répondit-elle finalement. « Hélène, Dieu merci. J'essaie de t'appeler depuis des heures. Ton père ne va pas bien. Il a reçu un appel étrange aujourd'hui, quelque chose à propos des Merciers. Et depuis, il est agité. Tu sais quelque chose ?» Le cœur d'Hélène se serra. Alors son père savait déjà. Raphaël Mercier n'avait pas perdu de temps. « J'arrive, » dit-elle, prenant son sac. « Ne laisse pas papa faire quoi que ce soit avant mon arrivée. » Pendant qu'elle conduisait dans les rues encombrées de Paris, Hélène tentait d'organiser ses pensées. Épouser un inconnu pour sauver sa famille de la ruine. L'idée semblait sortie d'un roman du siècle dernier. Mais l'expression froide de Raphaël et la légitimité de ce vieux contrat indiquaient que ce n'était pas de la fiction. C'était sa nouvelle réalité. Et au fond, une voix insistante dans son esprit demandait « Quel genre d'homme exige un mariage forcé de nos jours? Et que voulait-il vraiment d'elle ?» La maison des Dubois à Montmartre était un refuge de souvenirs pour Hélène. La maison de 2 étages, avec son jardin soigneusement entretenu par sa mère Élise, symbolisait tout ce que ses parents avaient accompli par leur travail acharné. En entrant, elle trouva son père assis dans le fauteuil du salon, le visage abattu éclairé par la faible lumière de la lampe. « Papa » appela doucement Hélène. Charles Dubois leva les yeux, et elle y vit un mélange de honte et de désespoir qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Tu sais déjà, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, la voix faible. « Ce maudit Raphaël t'a trouvé. » Hélène s'assit sur l'accoudoir du fauteuil, tenant les mains de son père. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cette dette, de cet accord absurde ?» Charles soupira profondément. « Comment aurais-je pu? C'était un fardeau que j'espérais ne jamais avoir à te transmettre.
Je pensais pouvoir résoudre le problème avant qu'il n'en arrive là. » Élise entra dans le salon avec un plateau de thé. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. « Hélène, tu ne peux pas accepter ça. C'est médiéval. Personne ne fait plus de mariage arrangé pour des dettes. »« Les Mercier le font, » répondit Charles amèrement. « Ils vivent selon leur propre code. Ils l'ont toujours fait. Auguste Mercier a sauvé mon père de la prison en assumant les dettes de l'entreprise qui a fait faillite, mais le prix a toujours été trop élevé. » Hélène ferma les yeux, essayant d'assimiler tout cela. Mais pourquoi un homme comme Raphaël Mercier, qui peut avoir n'importe quelle femme, insisterait-il sur un mariage forcé avec moi? Ça n'a pas de sens. « Fierté, » dit Charles. « Les Mercier sont motivés par la fierté et la tradition. Un contrat est sacré pour eux, même s'il s'agit d'une relique d'une autre époque. » Élise posa le plateau sur la table basse. « Il doit y avoir une autre solution. Nous pouvons vendre la maison, la ferme. » Charles secoua la tête. Ce ne serait pas suffisant, loin de là. Et même si c'était le cas, les intérêts accumulés sont astronomiques. Il a tout documenté, tout légal. Hélène sentit un nœud dans la gorge. « Combien de temps avons-nous ?»« 3 jours, » répondit Charles, passant la main sur son visage fatigué. Après cela, il exécutera la dette. Le lendemain, après une nuit sans sommeil, Hélène décida de rendre visite à sa meilleure amie, Julie Martin, une avocate spécialisée en droit civil. Le cabinet de Julie se trouvait dans le centre de Paris, dans un bâtiment historique restauré. « Mariage forcé, c'est complètement absurde, Hélène », s'exclama Julie après avoir entendu toute l'histoire. « Il doit y avoir une faille dans ce contrat. Laisse-moi y jeter un œil. » Hélène lui remit la copie du contrat qu'elle avait faite. Julie ajusta ses lunettes et commença à lire, son expression devenant de plus en plus sérieuse. « Cela a été rédigé par quelqu'un de très intelligent, » admit-elle finalement. « Il y a des clauses qui prévoient même des changements dans la législation. Et le pire, c'est totalement conforme à la loi. »« Alors il n'y a pas d'issue ?» demanda Hélène, sentant les larmes menacer de couler. Julie hésita. « Légalement parlant, vous avez 2 options, payer la dette ou respecter l'accord. Mais Hélène, même si tu te maries, cela ne signifie pas que ce doit être un mariage réel. Comment ça? Vous pourriez vous marier sur le papier, remplir le contrat, puis divorcer, suggéra Julie. Ce serait juste une formalité. Hélène considéra l'idée. Cela pourrait fonctionner, mais quelque chose lui disait que Raphaël Mercier n'accepterait pas un arrangement aussi simple. Il semblait du genre à vouloir tout ou rien. « J'y réfléchirai, dit-elle, se levant. « Merci, Julie. » En sortant du bureau, Hélène remarqua une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Le chauffeur baissa la vitre, révélant être Antoine, le chauffeur de Raphaël, qu'elle avait brièvement rencontré la veille. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Mercier aimerait vous inviter à déjeuner, » dit-il, formel. Hélène sentit son estomac se retourner. « Dites à votre patron que je ne suis pas intéressé à... » Il a dit que ce serait bon de discuter d'alternatives pour la situation de votre famille, interrompit Antoine, doucement. Alternative. Le mot flottait dans l'air, comme une promesse. Hélène hésita un moment, puis se résigna. Où? Au Pré-Catelan, dans une demi-heure. Monsieur Mercier est déjà en route. Le restaurant Pré-Catelan, dans le bois de Boulogne, était l'un des plus exclusifs de Paris. Hélène se sentit déplacée en entrant, portant seulement une robe simple et des ballerines. Raphaël était assis à une table au fond, parlant au téléphone. Quand il la vit, il termina rapidement son appel. « Hélène, » dit-il, se levant avec une élégance naturelle. « Merci d'être venue. Vous avez mentionné des alternatives. » Elle alla droit au but. « Je vous écoute. » Raphaël sourit, ce même sourire calculé de la veille. « Droit au but. J'aime ça. » Il commanda du vin pour eux deux, ignorant l'expression impatiente d'Hélène. Ce n'est qu'après que le sommelier se fut éloigné qu'il continua. « J'ai réfléchi. Peut-être pouvons-nous parvenir à un accord plus... contemporain. » Hélène attendit, tendue. « Ma proposition est la suivante. Nous nous marions comme le prévoit le contrat, mais nous établissons certaines conditions. Premièrement, ce sera un mariage à durée déterminée, 2 ans. Deuxièmement, pendant cette période, vous travaillerez chez Mercier Immobilier en tant que directrice financière, utilisant votre expertise pour aider l'entreprise. Troisièmement, nous maintiendrons les apparences en public, mais nous aurons des vies séparées en privé. » Hélène fronça les sourcils. « Pourquoi avez-vous besoin de cette mascarade? Pourquoi ne pas simplement annuler la dette ?» Raphaël prit une gorgée de vin, ses yeux ne quittant jamais les siens.
Parce que les contrats sont importants pour moi, et parce que j'ai besoin d'une épouse pour impressionner certains investisseurs étrangers. Ils valorisent les entreprises familiales, stables, une image que je n'ai pas actuellement. Alors, vous voulez m'utiliser comme un trophée, un accessoire pour vos affaires? L'indignation d'Hélène était palpable. Je préfère penser à cela comme un partenariat mutuellement bénéfique. Votre famille se débarrasse de la dette. Vous gagnez une position exécutive qui prendrait normalement des décennies à atteindre, et j'obtiens la stabilité familiale dont j'ai besoin pour conclure certains contrats importants. Hélène se sentit nauséeuse. La froideur avec laquelle il présentait tout, comme s'il négociait simplement l'achat d'une propriété, la révoltait. Et si je refuse? Alors nous revenons au plan initial. J'exécute la dette, votre famille perd tout, et j'engage quelqu'un d'autre pour le poste de directrice financière. Raphaël haussa les épaules. Le choix vous appartient, mais je pensais que cette alternative serait plus acceptable. Le déjeuner se poursuivit dans un silence tendu. Hélène toucha à peine à sa nourriture, malgré l'excellence du plat. Son esprit fonctionnait à toute allure, analysant chaque angle de cette proposition absurde. De retour à son appartement, Hélène trouva une surprise. Son frère cadet, Lucas, qui vivait à Lyon, était assis sur le canapé, discutant avec Sophie, sa collègue de travail. « Hélène !» s'exclama Lucas, l'embrassant. « Papa m'a appelé pour tout me raconter. Je suis venu dès que j'ai pu. » Voir son frère là, inquiet, brisa les dernières défenses d'Hélène. Elle s'effondra en larmes, l'étreignant fortement. « Nous allons résoudre ce problème, » dit Lucas, déterminé. « J'ai obtenu un prêt auprès d'un ami, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. » Hélène sécha ses larmes. « Combien ?»« 200 000. » Elle secoua la tête. « Lucas, la dette est de 15 millions. 200 000 ne feront aucune différence. » Lucas pâlit. « 15 millions. Papa a parlé de quelques millions, mais n'a pas précisé. »« Exactement, » dit Hélène, soupirant. « C'est une somme impossible pour nous. » Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, parla finalement. « Hélène, j'ai fait des recherches sur ce Raphaël Mercier. Il a une réputation compliquée. »« Quel genre de réputation ?» demanda Hélène, s'asseyant à côté d'elle. « On dit qu'il est impitoyable en affaires, il n'a jamais perdu une dispute commerciale. Et sa vie personnelle est un mystère. Certains disent qu'il a perdu quelqu'un d'important et ne s'est plus jamais engagé sérieusement. » Hélène absorba l'information. Cela expliquerait pourquoi il veut un mariage de façade plutôt qu'une relation réelle. « Que vas-tu faire ?» demanda Lucas, inquiet. Hélène regarda par la fenêtre, observant le ciel de Paris se teinter d'orange avec le coucher du soleil. Toute sa vie avait été guidée par la prudence, par une planification méticuleuse. Maintenant, elle se trouvait face à un choix impossible, sans temps pour planifier, sans temps pour se préparer. « Je crois que je vais me marier, » dit-elle finalement, sa voix presque un murmure. « Pour 2 ans, pour sauver notre famille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène savait qu'elle se lançait dans l'inconnu, se livrant à un homme qui voyait les gens comme des pièces sur son échiquier. Mais que pouvait-elle faire d'autre? Laisser ses parents perdre tout ce qu'ils avaient construit? Les mains tremblantes, elle prit son téléphone et envoya un message au numéro que Raphaël avait laissé. « J'accepte votre proposition. 2 ans sans implication personnelle. Quand signons-nous les papiers ?» La réponse vint presque instantanément, comme s'il attendait. « Demain, 10 heures dans mon bureau. Apportez vos documents. » Cette nuit-là, en préparant une petite valise, Hélène se demandait si elle commettait la plus grande erreur de sa vie, ou si peut-être quelque part au milieu de cette folie se cachait une opportunité déguisée en destin. Le siège de Mercier Immobilier occupait tout un gratte-ciel sur les quais de la Seine, sa façade miroir reflétant le ciel nuageux de ce matin-là. Hélène respira profondément avant de passer les portes tournantes. Le hall imposant, avec son sol en marbre et ses sculptures modernes, semblait intimider chaque personne qui entrait, sauf, bien sûr, les cadres aux costumes impeccables qui circulaient avec la familiarité de ceux qui appartenaient à ce monde. « Mademoiselle Dubois ?» Une réceptionniste au sourire parfait l'aborda. « Monsieur Mercier vous attend au dernier étage. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Dans l'ascenseur exclusif, Hélène essaya de contrôler sa respiration. Elle portait son meilleur ensemble, un tailleur bleu marine qu'elle réservait pour les réunions importantes. Malgré cela, elle se sentait inadéquate. Le bureau de Raphaël occupait tout le dernier étage, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique de Paris. Il était debout, observant la ville, quand Hélène entra. À côté de lui, un homme d'âge moyen, avec des dossiers dans les mains, semblait anxieux. « Hélène, »
Raphaël se retourna, son regard la parcourant rapidement. « Voici Maître Durand, mon avocat. Il a préparé tous les documents. »« Bonjour, » répondit Hélène, maintenant une posture droite malgré sa nervosité. « Avant de signer quoi que ce soit, j'aimerais lire chaque page. » Un léger sourire apparut sur le visage de Raphaël. « Bien sûr, je n'attendais pas moins d'une comptable. » Pendant l'heure qui suivit, Hélène lut méticuleusement chaque clause, chaque condition. Le contrat prénuptial détaillait tout, le délai de 2 ans pour le mariage, l'annulation de la dette familiale, sa position de directrice financière et même les événements sociaux auxquels elle serait obligée d'assister en tant qu'épouse de Raphaël Mercier. « Et si vous rompez le contrat ?» demanda Hélène, regardant directement Raphaël. « Je ne romps pas les contrats, » répondit-il simplement. « Tout le monde peut rompre des promesses, » insista Hélène. « Je veux une garantie. » Raphaël échangea un regard avec l'avocat, qui semblait impressionné par l'audace d'Hélène. « Que suggérez-vous » demanda Raphaël. « Si vous rompez l'une des clauses, la dette est définitivement annulée et je reçois une indemnité de 5 millions d'euros, » proposa Hélène, se surprenant elle-même par son audace. Maître Durand balbutia quelque chose, mais Raphaël leva la main, le faisant taire. « J'accepte, à condition que la même pénalité s'applique à vous. » Hélène hésita. 5 millions était une somme qu'elle ne pourrait jamais payer. Mais si elle entrait dans ce jeu, elle devait montrer de la confiance. « Marché conclu, » accepta-t-elle, tendant la main. Raphaël la serra fermement, ses yeux verts l'étudiant avec un nouvel intérêt. « Vous êtes plus courageuse que vous n'en avez l'air, Hélène Dubois. » Après avoir signé tous les documents, Raphaël annonça « La cérémonie aura lieu la semaine prochaine, dans ma maison à Deauville. Seulement la famille proche et quelques amis essentiels pour maintenir les apparences. » Une semaine, Hélène écarquilla les yeux. « C'est très peu de temps pour... » « Pourquoi? Ce n'est pas un vrai mariage, vous vous souvenez ?» coupa Raphaël. « Mon assistante, Claire, s'occupera de tout. Elle vous contactera aujourd'hui pour les détails de la robe et de la cérémonie. » La froideur avec laquelle il traitait quelque chose qui, pour Hélène, portait encore une signification symbolique, la dérangeait profondément. Mais elle acquiesça simplement, ravalant sa révolte. Alors qu'elle était sur le point de partir, Raphaël l'appela. « Hélène, vous commencez à travailler dans l'entreprise demain. Claire vous montrera votre bureau, et à partir d'aujourd'hui, vous emménagerez dans mon appartement, rue du Faubourg Saint-Honoré. » Quoi? Ce n'était pas dans le contrat. Clause 12, paragraphe 3, récita Raphaël sans consulter le document. Cohabitation pour maintenir les apparences. Ne vous inquiétez pas, l'appartement a 4 suites séparées. Vous aurez toute l'intimité nécessaire. Hélène sentit son visage brûler de colère. Comment avait-elle pu manquer cette clause? Elle était tellement concentrée sur les questions financières qu'elle n'avait pas perçu les implications personnelles. « Mes parents, » commença-t-elle, « sont déjà protégés. L'annulation de la dette a été enregistrée ce matin, » informa Raphaël. « Vous pouvez vérifier auprès de votre père. » Sur le chemin du retour, Hélène appela Charles, qui confirma, la voix émue, avoir reçu la notification d'annulation de la dette. Le soulagement dans sa voix était palpable. « Ma fille, es-tu sûre que c'est ce que tu veux ?» demanda Charles, inquiet. « Ce n'est pas une question de vouloir, papa. C'est une question de faire ce qui est nécessaire, » répondit Hélène, regardant par la fenêtre du taxi la ville agitée. « Ce n'est que 2 ans. Je survivrai. » Cet après-midi-là, Hélène retourna à son appartement pour préparer ses affaires. Julie arriva pour l'aider, apportant des cartons. « Je n'arrive pas à croire que tu vas vraiment faire ça, » dit Julie, pliant quelques chemisiers. « Vivre avec un homme que tu connais à peine. » « C'est un accord commercial, Julie. Rien de plus, » répondit Hélène, essayant de paraître convaincante. « De plus, c'est temporaire. » Julie prit les mains de son amie. « Hélène, tu as toujours été méthodique, calculatrice avec les chiffres, mais terrible pour lire les gens. Ce type a un motif au-delà du contrat. Personne n'impose un mariage de nos jours juste à cause d'une tradition familiale. » Hélène y avait déjà pensé, mais ne voulait pas admettre ses craintes. Ce qui compte, c'est que ma famille est maintenant en sécurité. Et j'ai la chance de travailler à un poste qui prendrait normalement des années à atteindre. Fais juste attention, conseilla Julie, et garde ton téléphone toujours à portée de main. Si tu as besoin de quoi que ce soit, jour ou nuit, appelle-moi. Le soir, un chauffeur vint chercher Hélène et ses valises. L'appartement de Raphaël se trouvait au dernier étage d'un immeuble exclusif, rue du Faubourg Saint-Honoré, l'une des rues les plus élégantes de Paris. Le hall d'entrée, décoré d'art contemporain et de meubles design,
révélait le goût raffiné du propriétaire. « Monsieur Mercier a appelé pour dire qu'il rentrera tard », informa la gouvernante, une dame d'environ 60 ans nommée Thérèse. « Je vais vous montrer votre chambre. » La suite assignée à Hélène était plus grande que tout son appartement, décorée en tons de bleu et gris, avec un lit king size et une vue imprenable sur la ville. Elle semblait sortie d'un magazine de décoration. « Le dressing est déjà préparé pour vos vêtements », dit Thérèse, ouvrant les portes d'un dressing qui, à la surprise d'Hélène, était déjà partiellement occupé par des vêtements féminins. « Mais je n'ai pas... » Hélène commença, confuse. « Monsieur Mercier a demandé à un styliste de sélectionner quelques pièces de base pour madame, » expliqua Thérèse. « Il a mentionné que vous auriez beaucoup d'événements dans les prochains mois et voulait s'assurer que madame serait habillée convenablement. » Hélène sentit son visage brûler à nouveau. L'insinuation que ses propres vêtements n'étaient pas assez bons était claire, et cela l'humiliait profondément. « Je vous remercie, mais j'ai mes propres vêtements, » répondit-elle fermement, plaçant ses valises au centre du dressing. « Vous pouvez informer Monsieur Mercier qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. » Thérèse acquiesça simplement, respectueuse. « Le dîner sera servi à 20 heures, si madame le souhaite. La cuisine se trouve au bout du couloir à gauche. » Seule, Hélène se permit enfin d'explorer l'appartement. Outre les 4 suites, il y avait un spacieux salon, une salle à manger formelle, un bureau, une bibliothèque et même une petite salle de sport. Tout était impeccablement décoré, mais curieusement impersonnel. Il n'y avait pas de photos de famille, de souvenirs ou d'objets révélant la personnalité du propriétaire. Dans la bibliothèque, Hélène trouva une vaste collection de livres sur l'architecture, les finances et, étonnamment, la littérature classique. Elle retira un exemplaire de Gatsby le Magnifique de l'étagère, remarquant des annotations dans les pages. « C'est mon livre préféré », vint la voix de Raphaël depuis la porte, la faisant sursauter. « Pardon, je ne voulais pas fouiller », répondit Hélène, replaçant rapidement le livre. Raphaël s'approcha, prenant le livre. « Ce n'est pas fouiller quand c'est aussi votre foyer maintenant, du moins temporairement. » C'était étrange de le voir dans un environnement domestique, sans la formalité du bureau. Il avait troqué son costume pour un jean et une simple chemise noire, et semblait plus jeune, moins intimidant. « Avez-vous trouvé tout ce dont vous avez besoin ?» demanda-t-il, se servant un verre au petit bar dans le coin de la bibliothèque. « Oui, merci », répondit Hélène, gardant ses distances. « Bien que j'ai trouvé inutile d'acheter des vêtements pour moi. » Raphaël haussa les épaules. « C'était juste une courtoisie. Les événements de Mercier Immobilier sont assez formels, mais sentez-vous libre d'utiliser ce que vous préférez. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Hélène se demandait comment elle survivrait 2 ans dans cette situation, partageant l'espace avec un homme qui voyait leur mariage comme une simple transaction commerciale. « Pourquoi un homme comme vous doit-il recourir à un vieux contrat pour se marier ?» demanda-t-elle soudainement, les surprenant tous deux par son audace. Raphaël l'étudia un moment, son visage impassible. « Parce que c'est pratique. Un vrai mariage implique des émotions, des attentes, des déceptions. Cet arrangement est net, avec une date de début et de fin. »« C'est triste, » observa Hélène, incapable de se retenir. Une lueur de quelque chose. Irritation? Blessure? Passa dans les yeux de Raphaël. « Ce n'est pas triste, c'est pratique. Croyez-moi, Hélène, je vous épargne le type de douleur qui vient avec les vraies relations. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, une vulnérabilité momentanée qui éveilla la curiosité d'Hélène. Mais avant qu'elle ne puisse explorer davantage, Raphaël changea de sujet. « Demain, vous rencontrerez votre équipe. J'ai préparé une présentation pour 9 heures. Ne soyez pas en retard. » Et ainsi, la brève connexion se dissipa, remplacée par le ton autoritaire de l'homme d'affaires. Hélène acquiesça, réalisant qu'il serait plus difficile que prévu de maintenir des frontières claires dans cet arrangement. Car pendant un bref instant, quand elle avait vu Raphaël parler de son livre préféré, avec sa garde baissée, elle avait entrevu un homme différent de celui qui était arrivé en hélicoptère à son bureau. Un homme qui, peut-être, avait autant à cacher qu'elle. La cérémonie de mariage dans la villa de Raphaël à Deauville fut exactement comme il l'avait dit. Petite, élégante et parfaitement mise en scène. La robe d'Hélène, choisie par Claire, était d'un blanc nacré, simple mais élégant. Raphaël, dans un costume clair, semblait tout droit sorti d'un magazine de mode. Les quelques invités, les parents et le frère d'Hélène, quelques cadres de l'entreprise et des amis proches de Raphaël,
applaudirent lorsque le maire les déclara mari et femme. Le baiser fut bref, juste un effleurement des lèvres, mais Hélène sentit un étrange frisson dans son ventre quand Raphaël s'approcha. Son parfum boisé envahit ses sens et pendant un instant, elle oublia que tout ceci n'était qu'un contrat. « Souriez », murmura-t-il contre son oreille. « Nos photographes enregistrent tout pour la presse. » La réception eut lieu dans les jardins de la villa, avec vue sur la mer. Hélène observait tout avec une sensation d'irréalité, comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. Son père, visiblement plus détendu depuis l'annulation de la dette, conversait avec entrain avec quelques invités. Sa mère, cependant, lui lançait des regards inquiets. « Tu vas bien ?» demanda Élise, s'approchant avec une coupe de champagne. « Tu sembles si... distante. » Hélène força un sourire. « Je vais très bien, maman. Juste un peu fatiguée par tous les préparatifs. » « Il semble être un homme intense, » commenta Élise, observant Raphaël de l'autre côté du jardin, en conversation avec des cadres. « Es-tu sûre de savoir dans quoi tu t'engages ?»« Absolument, » mentit Hélène. « C'est juste un arrangement temporaire, tu te souviens ? Dans 2 ans, je serai libre à nouveau. » Un serveur s'approcha, offrant plus de champagne. Hélène accepta, ayant besoin d'alcool pour calmer ses nerfs. Tout en buvant, elle remarqua une femme élégante d'environ 50 ans qui l'observait intensément. Il y avait quelque chose de familier dans son visage. « C'est Marianne Mercier, la mère de Raphaël », informa Claire, apparaissant à ses côtés comme si elle lisait dans ses pensées. « Elle aimerait vous rencontrer. » Avant qu'Hélène ne puisse se préparer, Claire la conduisait déjà vers la femme. De près, la ressemblance avec Raphaël était évidente. Les mêmes yeux verts perçants, le même porte-altier. « Alors vous êtes la comptable que mon fils a choisie », dit Marianne, sa voix mélodieuse portant un léger accent européen. « Choix intéressant. »« Madame Mercier, c'est un plaisir de vous rencontrer », répondit Hélène formellement. Marianne l'examina de haut en bas, sans dissimuler son évaluation. « Vous savez, quand Raphaël m'a parlé de cet arrangement, j'ai été surprise. Mon fils a toujours été pragmatique, mais se marier pour un contrat ancien semblait excessif, même pour lui. » Hélène se sentit mal à l'aise sous ce regard évaluateur. « Je crois qu'il est important d'honorer les engagements familiaux. » Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Marianne. « Curieux. C'est exactement ce qu'il a dit. Vous êtes plus semblable que vous ne l'imaginez. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Raphaël les rejoignit. « Je vois que vous avez déjà rencontré ma mère, » dit-il, plaçant sa main sur la taille d'Hélène dans un geste qui aurait semblé affectueux pour n'importe quel observateur. « Nous commencions juste à faire connaissance, » répondit Marianne, embrassant son fils sur la joue. « Votre épouse est intrigante. »« Hélène est extraordinaire, » affirma Raphaël, la regardant avec une admiration qui semblait authentique. « La meilleure comptable que j'ai jamais rencontrée et, maintenant, un excellent ajout à notre famille. » La façon dont il interprétait son rôle de mari épris était troublante de conviction. Hélène se demandait s'il avait l'habitude de feindre des émotions qu'il ne ressentait pas. La fête se poursuivit jusqu'au crépuscule, quand les invités commencèrent à prendre congé. Hélène était épuisée, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Maintenir la façade de mariée heureuse avait drainé ses énergies. « Notre hélicoptère est prêt », informa Raphaël, s'approchant d'elle sur la terrasse où Hélène avait cherché un moment de solitude. « À moins que vous ne préfériez passer la nuit ici et rentrer demain. »« Je préfère rentrer aujourd'hui », répondit Hélène. L'idée de passer leur nuit de noces, même séparément, dans la villa au bord de la mer, la rendait anxieuse. Dans le vol de retour vers Paris, Raphaël semblait distant, absorbé dans ses pensées. Hélène profita du silence pour mieux l'observer. Il y avait une tension permanente dans ses épaules, comme s'il portait un poids invisible. « Votre mère est charmante », commenta Hélène, essayant de briser le silence inconfortable. Raphaël leva les yeux de sa tablette. « Marianne est complexe. Elle vous a approuvé, ce qui est surprenant. Généralement, elle n'approuve personne. Peut-être parce qu'elle sait que notre mariage n'est pas réel, suggéra Hélène. Au contraire, répondit Raphaël, retournant son attention vers sa tablette. Elle ne le sait pas. Pour elle, et pour tous, à l'exception de Claire et de Maître Durand, c'est un mariage ordinaire. Hélène écarquilla les yeux. Vous avez menti à votre propre mère. Je n'ai pas menti. J'ai simplement omis certaines particularités de notre arrangement. Raphaël haussa les épaules. C'est plus simple ainsi. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine à Hélène. Son travail en tant que directrice financière de Mercier Immobilier était stimulant et étonnamment
gratifiant. Et Raphaël n'avait pas menti sur ses compétences. Elle avait réellement le talent pour ce poste. Son équipe, initialement sceptique face à la soudaine promotion de l'épouse du patron, commença peu à peu à la respecter pour ses propres mérites. La cohabitation dans l'appartement, cependant, restait tendue. Ils se croisaient rarement. Raphaël partait tôt et revenait souvent tard, dormant parfois au bureau. Quand ils se croisaient, la conversation était polie mais distante. Hélène commençait à se demander si elle passerait les 2 années entières dans ce limbe, ni vraiment mariée ni complètement libre. Tout changea un vendredi pluvieux d'août. Hélène travaillait tard, révisant des projections financières pour un nouveau projet, lorsque Raphaël entra dans son bureau sans frapper. « Nous devons parler », dit-il, son expression sérieuse. Une complication est survenue. Hélène sentit une pression dans sa poitrine. « Quel genre de complication ? » « J'ai une réunion importante la semaine prochaine avec des investisseurs arabes, expliqua Raphaël, s'asseyant dans le fauteuil face à elle. Ils viendront avec leur famille et s'attendent à ce que je les reçoive convenablement. Avec ma famille. Et Hélène ne comprenait pas où il voulait en venir. Et ils sont extrêmement traditionnels. Pour eux, la famille est sacrée. S'ils perçoivent que notre mariage est une mascarade, l'accord de 500 millions que nous négocions pourrait tomber à l'eau. Hélène comprit enfin. Vous voulez que je prétende être l'épouse parfaite et amoureuse. Exactement, confirma Raphaël. Nous devons sembler être un vrai couple, avec une histoire d'amour convaincante, des souvenirs partagés, de l'intimité. L'idée de feindre l'intimité avec Raphaël la mettait mal à l'aise. Comment allons-nous faire cela? Nous nous parlons à peine au quotidien. Raphaël passa la main dans ses cheveux, un geste rare de nervosité. Nous devrons mieux nous connaître, rapidement. Les investisseurs arrivent jeudi. Ainsi naquit ce qu'ils commencèrent à appeler le projet Intimité. Durant le week-end, ils se consacrèrent à apprendre tout l'un sur l'autre. Goût, dégoût, histoire d'enfance, expérience formatrice. Hélène découvrit que Raphaël avait perdu son père à 15 ans et que depuis lors il portait le poids d'être l'homme de la maison. Lui, en retour, apprit sa passion pour la littérature russe et son rêve secret d'ouvrir un jour une librairie spécialisée. Le dimanche après-midi, ils étaient assis sur le canapé du salon, entourés d'albums photos et de notes. Hélène riait d'une histoire que Raphaël racontait sur sa première voiture. « Alors vous avez accidenté la Porsche que vous avez reçue pour vos 18 ans dès le premier jour ?» demanda-t-elle, incrédule. « Le premier jour ?» confirma Raphaël, souriant. « Ma mère a failli avoir une attaque, pas pour la voiture, mais parce que j'aurais pu me blesser sérieusement. C'était étrange de le voir ainsi, détendu, presque vulnérable. Dans ces moments, il était facile d'oublier l'homme froid et calculateur qui était arrivé en hélicoptère à son bureau. « Parlez-moi plus de votre famille » demanda Hélène, curieuse. « Vous semblez si différent de la mienne. » Raphaël hésita, son regard devenant distant. « Les Mercier ont toujours été une famille d'extrêmes. Mon grand-père Auguste était un visionnaire, mais aussi un homme dur. Mon père, François, a tenté de se rebeller contre cette rigidité, mais a fini par céder aux traditions familiales. Il fit une pause, jouant avec l'alliance à son doigt. Quand il est décédé, j'ai senti que c'était mon devoir de préserver l'héritage familial, de maintenir les traditions. Même si certaines de ces traditions sont discutables, demanda doucement Hélène, faisant référence au contrat de mariage. Un sourire triste apparut sur le visage de Raphaël. Surtout celle-là. Quand ma mère m'a montré le contrat entre nos grands-pères, j'ai d'abord pensé à l'ignorer. Mais alors j'ai commencé à enquêter davantage sur votre famille, sur vous. Hélène fronça les sourcils, surprise. Vous m'avez espionné? Bien sûr, admit Raphaël sans remords. J'enquête sur toutes les personnes qui entrent dans ma vie. Et ce que j'ai découvert sur vous m'a intrigué. Une comptable brillante, dévouée à sa famille, vivant bien en dessous de son potentiel par peur de prendre des risques. Ce n'est pas juste, protesta Hélène, se sentant exposée. Ce n'est pas une critique, clarifia Raphaël. C'est une observation. Vous et moi sommes plus semblables que vous ne le pensez, Hélène. Tous deux prisonniers des attentes familiales, tous deux sacrifiant des désirs personnels par sens du devoir. La réalisation la frappa comme un éclair. Serait-il possible qu'au-delà du contrat, Raphaël ait d'autres motifs pour la choisir comme épouse? Avant qu'elle ne puisse explorer cette pensée, le téléphone de Raphaël sonna. C'était clair, l'informant que l'un des investisseurs avait avancé son arrivée et souhaitait dîner avec eux mardi. « Il semble que nous ayons moins de temps que prévu, » dit Raphaël, raccrochant. « Nous devrons accélérer notre projet. »« Comment »
demanda Hélène, anxieuse. Raphaël réfléchit un moment. Je pense que nous avons besoin d'une histoire sur comment nous sommes tombés amoureux. Quelque chose de convaincant, mais suffisamment proche de la vérité pour s'en souvenir facilement. Nous pourrions dire que nous nous sommes rencontrés à cause de la dette familiale, mais dans des circonstances différentes, suggéra Hélène. Peut-être que je vous ai cherché pour négocier, et nous avons fini par nous connecter. Bien, mais il manque quelque chose. Raphaël se leva, marchant dans la pièce. Nous avons besoin de détails spécifiques. Notre première rencontre, premier baiser, quand nous avons réalisé que c'était sérieux. Hélène rougit légèrement. Parler de baiser et de romance avec Raphaël, même hypothétique, semblait étrangement intime. Peut-être devrions-nous nous entraîner, dit soudainement Raphaël, s'arrêtant devant elle. Nous entraîner, répéta Hélène, confuse. Les gestes d'affection. Si nous voulons convaincre des personnes qui nous observeront de près, nous devons paraître naturels l'un avec l'autre. Des touches décontractées, des regards, la manière dont nous nous déplaçons ensemble dans un espace. Hélène déglutit. L'idée de s'entraîner à l'intimité avec Raphaël la rendait nerveuse. Mais il avait raison. Leur manque de familiarité serait évident pour tout observateur attentif. D'accord, accepta-t-elle finalement. Mais avec des limites claires. Raphaël acquiesça, tendant la main pour l'aider à se lever. Quand elle l'accepta, il la tira doucement, la positionnant près de lui. Les bases, expliqua-t-il, plaçant sa main sur sa taille. Un couple ensemble depuis quelques mois se touche naturellement, sans y penser. Hélène essaya de se détendre, mais était très consciente de la chaleur de sa main sur sa taille, de la proximité de leur corps. Raphaël, percevant sa tension, sourit légèrement. « Respirez, Hélène. Je ne vais pas vous mordre. » Elle lui lança un regard irrité. « C'est étrange, d'accord? Je ne suis pas habitué à... »« Ceci, à la proximité physique ?» questionna Raphaël, réellement curieux. « Ou à moi ?»« Les deux, » admit Hélène. « Ma dernière relation s'est terminée il y a plus de 2 ans, et vous n'êtes pas exactement le type d'homme avec qui je m'engagerais normalement. Quel serait votre type, alors ?» demanda Raphaël, sa voix s'adoucissant. Hélène réfléchit un moment. « Quelqu'un de plus accessible, moins compliqué. » Une lueur amusée apparut dans les yeux de Raphaël. « Vous me trouvez compliqué, Madame Mercier. » L'utilisation de son nouveau nom la prit au dépourvu. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi, sur un ton presque taquin. « Extrêmement compliqué, Monsieur Mercier, » répondit-elle, se surprenant à sourire malgré elle-même. Le moment de légèreté entre eux fut interrompu par le son de la sonnette. Thérèse annonça que Marianne Mercier était arrivée pour dîner, un engagement que Raphaël avait complètement oublié de mentionner à Hélène. « Il semble que notre première épreuve en tant que couple vient d'arriver, » murmura Raphaël, sa main toujours sur la taille d'Hélène. « Prête pour le spectacle, épouse ?» Hélène respira profondément, se sentant étrangement préparée. « Prête, Marie. » Et tandis qu'ils marchaient ensemble pour accueillir Marianne, Hélène se demandait si la ligne entre prétendre et ressentir commencerait à devenir dangereusement mince dans les jours à venir. Le dîner avec Marianne Mercier se déroula étonnamment bien. Hélène découvrit que sa belle-mère, malgré son apparence intimidante, possédait un sens de l'humour acéré et une intelligence admirable. Plus surprenante encore fut la facilité avec laquelle Hélène et Raphaël jouèrent leur rôle de couple amoureux. Les mains qui se touchaient négligemment, les regards échangés, les petites histoires partagées, tout coulait avec une facilité déconcertante. « Vous formez un beau couple », commenta Marianne tout en savourant le dessert. « C'est rare de voir Raphaël si léger. » Hélène sentit la rougeur monter à son cou. « Il me fait du bien », répondit-elle, surprise par la sincérité dans sa voix. Quand Marianne prit congé, après avoir arraché la promesse d'un déjeuner hebdomadaire avec sa belle-fille, Raphaël servit 2 verres de vin et en tendit un à Hélène. « Vous avez été incroyable », la complimenta-t-il, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine. « J'ai presque cru que nous étions un vrai couple. » Hélène sourit, se sentant étrangement fière. Des années à regarder des feuilletons ont finalement servi à quelque chose. Raphaël rit, un son authentique qu'Hélène entendait rarement. « Eh bien, si la comédie ne fonctionne pas, vous avez toujours la comptabilité comme solution de repli. » Un silence confortable s'établit entre eux tandis qu'ils buvaient leur vin. Hélène réalisa que, pour la première fois depuis que cette folie avait commencé, elle se sentait détendue en présence de Raphaël. « Savez-vous ce qui m'est venu à l'esprit aujourd'hui ?» demanda Raphaël, brisant le silence. «
Nous n'avons jamais vraiment parlé de notre passé. Relations antérieures, grande déception, moment décisif. Hélène haussa un sourcil. Cela fait partie du projet intimité. En fait, c'est de la curiosité authentique, admit Raphaël. Si nous allons passer 2 ans ensemble, même si ce n'est pas un vrai mariage, il est logique de nous connaître au-delà du superficiel. Hélène considéra la proposition. Peut-être était-ce le vin ou peut-être le soulagement d'avoir réussi le dîner avec Marianne, mais elle se surprit à vouloir partager. Ma dernière relation sérieuse était avec Marc, un professeur d'économie à la Sorbonne, commença-t-elle, s'asseyant sur le tabouret haut de la cuisine. Nous sommes restés ensemble pendant 3 ans, presque fiancés. Que s'est-il passé? Demanda Raphaël, sincèrement intéressé. Hélène soupira. Il a reçu une proposition pour enseigner à Berlin. C'était son rêve, une opportunité unique. Il voulait que je laisse tout et parte avec lui. Et vous n'avez pas voulu partir. Je ne pouvais pas, corrigea Hélène. Mon père venait d'avoir sa première crise cardiaque. Ma famille avait besoin de moi. J'ai demandé qu'il attende, que nous essayions une relation à distance pendant un certain temps, mais il a choisi sa carrière, compléta Raphaël. Hélène acquiesça. Je ne peux pas le blâmer, c'était vraiment une grande opportunité. Mais ça fait mal de réaliser que je n'étais pas une priorité suffisante pour qu'il attende. Raphaël prit une gorgée de vin, pensif. Vous ne regrettez pas de ne pas être parti? Parfois, admit Hélène. Pas pour lui, mais pour moi. Pour ne pas savoir comment ça aurait été de vivre dans un autre pays, d'expérimenter une culture différente. Elle fit une pause. Et vous? Un grand amour qui s'est perdu en chemin? Une ombre passa sur le visage de Raphaël. Il y a eu quelqu'un, Isabelle. Nous avons été fiancés pendant 1 an. Hélène attendit qu'il continue, mais Raphaël semblait perdu dans ses souvenirs. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle doucement. Elle a découvert qu'elle était malade, répondit Raphaël, sa voix plus basse. Une tumeur cérébrale agressive. En 6 mois, elle était partie. Hélène sentit un nœud dans sa gorge. Raphaël, je suis désolé. Il haussa les épaules, un geste qui semblait vouloir minimiser la douleur. C'était il y a 5 ans. La vie continue. Mais Hélène pouvait voir, dans la façon dont ses épaules se tendaient, comment ses yeux évitèrent les siens, que la blessure était encore ouverte. Soudain, beaucoup de choses avaient du sens. Sa réticence à former des liens émotionnels, sa préférence pour un mariage de convenance, son dévouement presque obsessionnel au travail. C'est pour cela que vous préférez un mariage sans implication émotionnelle, conclut-elle, non comme une question, mais comme une constatation. Raphaël leva les yeux, surpris par sa perspicacité. En partie. Après Isabelle, les relations sont devenues inutilement compliquées. Je préfère garder les choses claires, objectives. Comme un contrat, compléta Hélène. Exactement. Sans fausses attentes, sans promesses qui ne peuvent être tenues. Il termina son vin d'un trait. Assez de mélancolie pour aujourd'hui. Nous avons des investisseurs à impressionner mardi. Le changement de sujet fut abrupt, mais Hélène respecta son désir de ne pas approfondir d'anciennes blessures. Ce qu'elle n'attendait pas, c'était la révélation qui suivit. « J'ai une proposition », dit Raphaël, ses yeux brillants maintenant d'une énergie renouvelée. Pour comprendre véritablement la réalité l'un de l'autre, nous devrions passer une journée dans la peau de l'autre. Hélène fronça les sourcils. « Comment ça ? Demain, c'est dimanche. Il n'y a pas de travail. Vous passez la journée à faire ce que je ferais normalement. Et je fais de même avec votre routine, » expliqua Raphaël. « Ainsi, quand les investisseurs poseront des questions sur nos habitudes, nous aurons des réponses authentiques. » L'idée était audacieuse, presque absurde, mais Hélène se trouvait intriguée. Et comment cela fonctionnerait-il en pratique? Je vous donne mon agenda de dimanche. Vous me donnez le vôtre. Nous faisons les activités l'un de l'autre, en respectant les engagements, les préférences, tout, élabora Raphaël. À la fin de la journée, nous partageons nos découvertes. Hélène réfléchit un moment. La proposition était inhabituelle, mais pourrait réellement les aider à mieux comprendre la réalité de l'autre. De plus, il y avait quelque chose d'étrangement tentant à expérimenter le monde privilégié de Raphaël Mercier pendant une journée. « J'accepte », finit-elle par dire, « mais à une condition, pas d'interférence. Chacun vit la journée de l'autre complètement. » Raphaël sourit, tendant la main. Marché conclu. Et ainsi naquit ce qu'ils appelleraient la journée de l'échange. Sur son lit, Raphaël avait laissé un emploi du temps détaillé de son dimanche typique. 7 heures ans. Jogging au jardin du Luxembourg, 7 kilomètres. 9 heures ans. Petit déjeuner au café de la Paix, table réservée à votre nom. 10h30.
Massage au spa de l'hôtel Ritz, 13h. Déjeuner avec Gustave Saunier, ami d'enfance, restaurant La Tour d'Argent, 15h30. Visite de la galerie d'art d'Emmanuel Perrin, nouvelle exposition. D'art contemporain, 18h. Réunion informelle avec Philippe Torres au bar Hemingway, investisseur potentiel, 20h30. Dîner seul, généralement en commandant du relais d'Auteuil. Hélène regarda l'emploi du temps avec un mélange de fascination et d'anxiété. Le lendemain matin, Hélène se réveilla avec une sensation d'anticipation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis l'enfance. Une journée dans la vie de Raphaël Mercier semblait être un marathon d'expériences sophistiquées et de connexions stratégiques. Elle jeta un œil à la carte de crédit noire qu'il avait laissée avec l'emploi du temps, accompagnée d'une note « Utilisée sans modération ». Il est important que l'expérience soit authentique. Pendant ce temps, Raphaël contemplait l'emploi du temps beaucoup plus simple qu'Hélène avait préparé pour lui. 8h, petit déjeuner à la boulangerie Saint-Michel, tartines et café au lait, 9h30, visite au marché de la place Saint-Germain, acheter des fruits de la semaine, 11h, appeler les parents, conversation du dimanche, 12h30, déjeuner. Avec Julie au restaurant Le Procope, 15h16, librairie Shakespeare & Company, acheter un livre de la liste mensuelle, 17h, jardin des Tuileries, promenade et lecture, 19h, préparer un dîner simple, recette favorite, risotto aux champignons, 21h, série ou film sur Netflix, actuellement en train de regarder The Crown. Raphaël sourit en lisant l'emploi du temps. La vie d'Hélène était ordonnée, simple, centrée sur de petits plaisirs et des connexions authentiques, si différentes de la sienne, remplie d'engagements stratégiques et d'expériences calculées pour maintenir son statut. La journée de l'échange commença avec Hélène se traînant pour un jogging matinal au Luxembourg, activité qu'elle aurait normalement évitée à tout prix. À sa surprise, après les premières minutes douloureuses, elle commença à apprécier la sensation de l'air frais, l'énergie du parc un dimanche matin, les familles et autres coureurs profitant de l'espace vert. Au petit déjeuner dans l'élégant café de la Paix, elle fut accueillie par son nom. « Madame Mercier, votre table est prête. » La sensation d'être traitée comme quelqu'un d'important, d'avoir des portes s'ouvrant sans effort, était à la fois déconcertante et enivrante. De l'autre côté de la ville, Raphaël affrontait ses propres défis. Au marché de la place Saint-Germain, il se retrouva perdu parmi les étals, essayant d'identifier des fruits mûrs et de négocier les prix, quelque chose qu'il n'avait jamais fait personnellement. À sa surprise, il trouva du plaisir dans la simplicité de la tâche, dans la conversation sans prétention avec les marchands, dans la satisfaction de choisir sa propre nourriture. L'appel aux parents d'Hélène fut particulièrement difficile. Charles et Élise furent surpris d'entendre leur gendre, mais après l'étrangeté initiale, la conversation coula naturellement. Raphaël se surprit à leur raconter sa journée au marché, à écouter des histoires sur l'enfance d'Hélène et à promettre d'amener son épouse à un déjeuner dominical prochainement. Pour Hélène, le déjeuner avec Gustave Saunier, ami d'enfance de Raphaël, fut révélateur. Gustave, un architecte accompli, partagea des histoires d'un Raphaël qu'elle ne connaissait pas. Le garçon sensible qui avait perdu son père trop tôt, l'adolescent déterminé à prouver sa valeur, le jeune homme épris d'Isabelle qui avait prévu de tout laisser derrière lui pour vivre une vie plus simple avec elle au Portugal. « Il ne vous a jamais raconté cela, n'est-ce pas ?» demanda Gustave, remarquant la surprise sur le visage d'Hélène. Raphaël a changé après le départ d'Isabelle. Il est devenu plus fermé, plus concentré sur l'empire Mercier, comme s'il essayait de compenser la perte en se plongeant dans le travail. Hélène absorba l'information, sentant une nouvelle compréhension de l'homme qu'elle avait épousé. Il semble si contrôlé tout le temps. Gustave sourit tristement. C'est une façade. À l'intérieur, Raphaël est toujours ce garçon de 15 ans essayant de prouver au fantôme de son père qu'il est digne du nom Mercier. De l'autre côté de la ville, Raphaël déjeunait avec Julie, qui ne faisait pas mystère de sa désapprobation du mariage arrangé. À sa surprise, il se retrouva à défendre Hélène. « Elle n'a été forcée à rien », insista Raphaël. Hélène a pris une décision consciente. Julie l'étudia d'un œil critique. « Pourquoi vous, l'un des hommes les plus riches de France, auriez-vous besoin de recourir à un vieux contrat pour vous marier? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. » La question le prit au dépourvu. Pourquoi, après tout? La réponse qu'il avait donnée à Hélène sur la commodité et le pragmatisme n'était qu'une partie de la vérité.
Peut-être que j'étais fatigué des personnes qui ne voient que mon argent et mon nom de famille, admit Raphaël, se surprenant lui-même par sa sincérité. Hélène est différente. Elle me voit pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. En fait, elle semble presque immunisée contre mon statut. Julie parut momentanément déconcertée par son honnêteté. « Si vous lui faites du mal, je n'en ai pas l'intention », interrompit Raphaël. « Notre accord est clair et limité. »« Les relations suivent rarement des accords, monsieur Mercier », répondit Julie énigmatiquement. Au fur et à mesure que la journée avançait, Hélène et Raphaël faisaient des découvertes surprenantes. Hélène, à la galerie d'art, réalisa que Raphaël avait un goût sophistiqué et une connaissance authentique de l'art contemporain. Il n'était pas simplement un collectionneur intéressé par les investissements. Lors de la réunion informelle avec l'investisseur potentiel, elle se surprit à utiliser naturellement ses connaissances financières, impressionnant l'homme au point qu'il commenta « Raphaël a de la chance de vous avoir comme partenaire, dans tous les sens du terme. » Raphaël, quant à lui, découvrit le plaisir de marcher sans hâte dans le jardin des Tuileries, de s'asseoir sur un banc pour lire, observant les gens autour de lui sans la pression constante du réseautage. À la librairie Shakespeare & Company, il se perdit parmi les étagères, redécouvrant le plaisir de la lecture sans but, quelque chose qu'il avait abandonné il y a des années. Le moment le plus révélateur pour lui fut de préparer le dîner en suivant la recette préférée d'Hélène. La cuisine, un environnement qu'il fréquentait rarement dans sa propre maison, devint un espace d'expérimentation et de découverte. Le processus lent et méthodique de préparer un risotto, ajouter du bouillon petit à petit, remuer constamment, sentir la transformation des ingrédients, apporta une sensation de présence qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Quand ils se retrouvèrent enfin dans l'appartement, il était déjà minuit passé. Hélène arriva en premier, épuisée mais électrisée par les expériences de la journée. Raphaël arriva peu après, apportant une petite boîte de Shakespeare & Company. « Comment s'est passée votre journée en tant qu'Hélène Dubois ?» demanda-t-elle curieuse. Raphaël sourit, un sourire différent, plus léger. « Étonnamment révélatrice. Et votre journée en tant que Raphaël Mercier ?»« Épuisante, » admit Hélène, riant. « Comment faites-vous pour maintenir ce rythme ? Je viens de découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence après ce jogging. » Ils s'assirent dans le salon, partageant histoire et impressions. Et la conversation coulait naturellement, sans les barrières habituelles, comme si la journée vécue dans la réalité de l'autre avait abattu des murs invisibles. « J'ai quelque chose pour vous, » dit Raphaël, lui tendant la petite boîte qu'il avait apportée. Hélène l'ouvrit, découvrant un exemplaire rare d'Anna Karénine, son œuvre préférée de Tolstoï. « Gustave a mentionné votre passion pour la littérature russe, » expliqua Raphaël. « Je l'ai trouvé dans la section des livres rares de Shakespeare & Company. » Hélène passa ses doigts sur la couverture en cuir, profondément touchée par le geste. « Merci. C'est parfait. Vous savez ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» demanda Raphaël, son ton plus sérieux. « Votre vie a quelque chose que la mienne a perdu depuis longtemps, l'authenticité. Chaque moment de votre journée semble choisi par vous, non imposé par des attentes externes. » Hélène réfléchit à ces paroles. « Et votre journée a quelque chose qui a toujours manqué à la mienne, l'audace. Vous vivez intensément, Raphaël, prenant des risques que j'ai toujours évités. » Un silence confortable s'établit entre eux, rempli de compréhension mutuelle. Hélène réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. L'homme devant elle n'était plus l'étranger intimidant qui était arrivé en hélicoptère à son bureau. C'était Raphaël, complexe, blessé, surprenant. « Je pense que nous avons appris plus l'un sur l'autre aujourd'hui que nous l'aurions fait en des mois de cohabitation normale, » observa-t-elle. Raphaël acquiesça, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Suffisamment pour convaincre n'importe quel investisseur que nous sommes un vrai couple. »« C'est de cela qu'il s'agit ?» demanda Hélène, sentant une pointe de déception. « Seulement du projet intimité ?» Raphaël sembla hésiter, comme s'il débattait intérieurement. « Non, » admit-il finalement, « ce n'est pas seulement cela. » Et à ce moment, assis dans le salon éclairé seulement par la lampe, avec la ville de Paris brillant au dehors, Hélène sentit qu'ils étaient au bord de quelque chose de dangereux, un territoire qu'aucun contrat ne pouvait prévoir ou contrôler. Les jours qui suivirent, la journée de l'échange apportèrent un changement subtil mais indéniable dans la dynamique entre Hélène et Raphaël. La tension initiale s'était transformée en une sorte de complicité prudente. Dans l'appartement,
Ils commencèrent à partager davantage d'espace, des dîners occasionnels, des conversations dans la bibliothèque, des tasses de café sur la terrasse, en observant l'aube parisienne. Au bureau, ils maintenaient leurs relations professionnelles. Mais Hélène remarquait les regards curieux des employés lorsque Raphaël s'arrêtait à son bureau simplement pour lui demander comment se passait sa journée. Le dîner avec les investisseurs arabes fut un succès absolu. Hélène et Raphaël jouèrent si parfaitement leur rôle de couple amoureux qu'à la fin de la soirée, l'épouse du cheikh commenta « L'amour entre vous est inspirant, rien de plus puissant qu'un couple qui est aussi partenaire dans les affaires. » Lorsque le dernier invité partit, Raphaël toucha légèrement le bras d'Hélène. « Vous avez été exceptionnel », la complimenta-t-il, ses yeux verts brillant d'un mélange d'admiration et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'Hélène ne parvenait pas à identifier. « Nous l'avons été », corrigea-t-elle en souriant. « Je crois que nous formons une bonne équipe. » Pendant un moment, Raphaël sembla vouloir dire quelque chose de plus, mais il se contenta d'acquiescer, retrouvant sa posture habituelle de contrôle. Hélène se demandait s'il ressentait aussi cette étrange tension entre eux, ce magnétisme inexplicable qui semblait grandir chaque jour. Par un après-midi pluvieux de septembre, Hélène organisait d'anciens documents au bureau quand elle trouva un dossier intitulé « Projet Espérance, 1965 ». Intriguée, elle l'ouvrit et découvrit les plans d'un projet immobilier dont elle n'avait jamais entendu parler. Les noms des responsables du projet sautèrent à ses yeux, Auguste Mercier et Antoine Dubois, leurs grands-pères respectifs. « Qu'avez-vous trouvé là ?» La voix de Raphaël la fit sursauter. Il se tenait à la porte, l'observant avec curiosité. « Un ancien projet signé par nos grands-pères », répondit Hélène, lui montrant le dossier. « Vous le connaissez ?» Raphaël s'approcha, examinant les documents avec intérêt. Vaguement, c'était un projet ambitieux pour construire des logements sociaux dans l'est de Paris. Il n'a finalement pas vu le jour. On dirait qu'ils avaient une vision assez progressiste pour l'époque, commenta Hélène, impressionnée par les spécifications du projet qui incluaient des espaces communs, des places et même un centre communautaire. « Mon grand-père a toujours été un visionnaire, » dit Raphaël, une légère fierté dans sa voix. Mais tous ses rêves ne se sont pas concrétisés. Quelque chose dans sa façon de dire cela éveilla la curiosité d'Hélène. Que s'est-il passé avec ce projet spécifique? Raphaël haussa les épaules, détournant le regard. Il a échoué, comme tant d'autres entreprises risquées. Les investisseurs se sont retirés quand ils ont réalisé que le rendement serait moindre que dans des projets de luxe. Hélène continuait d'examiner les documents, sentant qu'il y avait plus dans cette histoire. C'est étrange. Si le projet a échoué, pourquoi votre famille a-t-elle blâmé la mienne? Pourquoi la dette? Un silence tendu s'installa entre eux. Raphaël semblait mal à l'aise, comme si elle avait touché un sujet tabou. « C'est compliqué, » répondit-il finalement. « Des histoires du passé. Mieux vaut laisser tomber. » Mais Hélène n'était pas disposée à laisser tomber. Cette dette avait changé le cours de sa vie, et elle méritait de connaître toute la vérité. « Je vais rendre visite à mes parents ce week-end, » décida Hélène. « Peut-être que mon père en sait plus sur ce projet. » Raphaël semblait vouloir la dissuader, mais il se contenta d'acquiescer. « Faites comme bon vous semble, simplement, ne créez pas d'attente. Certaines histoires familiales sont plus complexes qu'elles n'y paraissent. » Le samedi, Hélène conduisit jusqu'à Montmartre, déterminée à en découvrir davantage sur le mystérieux projet Espérance. Elle trouva son père dans le garage, restaurant une vieille moto, son passe-temps depuis sa retraite. « Ma fille !» s'exclama Charles, l'embrassant fort. « Quelle bonne surprise! Comment va la vie de femme mariée ?» Hélène sourit, choisissant de ne pas compliquer les choses en mentionnant la nature de son mariage. « C'est intéressant. En fait, je suis venue parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'a rendue curieuse. » Elle montra la copie des documents du projet Espérance qu'elle avait apporté. Charles pâlit visiblement en voyant les plans. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Dans les archives de l'entreprise, » répondit Hélène, encore plus intriguée par la réaction de son père. « Papa, que s'est-il passé avec ce projet? Pourquoi a-t-il généré une dette aussi importante ?» Charles soupira profondément, s'essuyant les mains pleines de graisse sur un chiffon. « Mieux vaut qu'on entre. Cette histoire mérite un café. » Dans la cuisine, pendant qu'Élise préparait le café, Charles commença à raconter une histoire qu'Hélène n'avait jamais entendue auparavant. « Ton grand-père et Auguste Mercier n'étaient pas simplement associés, ils étaient amis d'enfance, » commença Charles. « Ils ont grandi ensemble à Belleville, fils d'immigrants. Auguste a toujours été plus ambitieux, plus audacieux.
Antoine, ton grand-père, était le cerveau, le planificateur prudent. Hélène écoutait attentivement, percevant les parallèles avec elle et Raphaël. Le projet Espérance était leur rêve. Construire des logements dignes pour les familles à faible revenu, quelque chose de révolutionnaire pour l'époque, poursuivit Charles. Ils ont hypothéqué tout ce qu'ils possédaient, convaincus des investisseurs, et étaient sur le point de commencer les travaux quand il fit une pause comme s'il cherchait les mots justes. « Quand quoi, papa ?» insista Hélène. « Quand ton grand-père a découvert des irrégularités dans les contrats, » répondit Charles, baissant la voix. Auguste avait falsifié des documents, soudoyé des inspecteurs pour accélérer les approbations. Ton grand-père était furieux, menaçant de tout dénoncer. Hélène sentit un frisson. Et que s'est-il passé? Une nuit, il y a eu un incendie dans leur bureau. Tous les documents originaux, toutes les preuves des irrégularités ont été détruits. Charles soupira. Auguste a blâmé ton grand-père pour l'incendie, l'accusant de sabotage. Le projet a été annulé, les investisseurs ont exigé un remboursement, et comme Auguste avait plus d'influence, il a réussi à transférer toute la culpabilité sur Antoine. « Attends !» interrompit Hélène, confuse. « Tu es en train de me dire que ce n'est pas mon grand-père qui était endetté envers les Mercier, mais l'inverse ? Qu'Auguste Mercier devrait de l'argent à notre famille. » Charles acquiesça lentement. « En essence, oui. Mais Auguste était puissant. Il avait des relations. Il a réécrit l'histoire, transformant ton grand-père en vilain et lui-même en sauveur. L'accord qui a généré cette dette a été signé sous contrainte. Antoine a signé pour éviter d'être traîné en justice pour un crime qu'il n'avait pas commis. » Hélène sentit son sang bouillir. Tout son mariage, toute cette situation absurde, était basée sur un mensonge. « Et pourquoi ne m'as-tu jamais raconté cela ?» demanda-t-elle, indignée. « Parce que je ne l'ai moi-même découvert qu'après le décès de ton grand-père, » expliqua Charles. Il a laissé une lettre expliquant tout, avec quelques documents qu'il avait cachés, mais à ce moment-là, c'était trop tard. La famille Mercier avait prospéré, tandis que nous portions le fardeau de cette dette injuste. Hélène essaya d'assimiler tout cela. Si ce que son père disait était vrai, Raphaël avait perpétué une injustice historique. Ou pire, peut-être ignorait-il lui-même la vérité. « Où sont ces documents maintenant ?» demanda Hélène. « La lettre? Les preuves que grand-père a gardées ?»« À la ferme en Normandie, » répondit Charles. « J'ai tout gardé dans le coffre-fort encastré dans le mur du bureau. La combinaison est à date de naissance. » Hélène décida de se rendre immédiatement à la ferme. Elle devait voir ces documents de ses propres yeux avant de confronter Raphaël. Dans la voiture, son esprit bouillonnait de questions. Raphaël connaissait-il la vérité? Était-ce une vengeance familiale élaborée, ou était-il aussi victime des mensonges de son grand-père? La ferme en Normandie, à environ 2 heures de Paris, était un endroit simple mais accueillant, entouré d'arbres fruitiers et avec vue sur les collines. Hélène y avait passé de nombreux étés durant son enfance, mais maintenant l'endroit semblait différent, chargé des secrets du passé. Dans le petit bureau, elle trouva le coffre-fort exactement où son père l'avait indiqué, derrière un tableau. Elle composa sa date de naissance et la porte s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur, il y avait une boîte métallique usée par le temps. Hélène s'assit dans le vieux fauteuil en cuir et commença à examiner le contenu de la boîte. Il y avait des photos jaunies de son grand-père avec Auguste Mercier, 2 jeunes hommes souriants devant un petit bureau avec l'enseigne Mercier & Dubois Développement. Il y avait aussi des coupures de journaux sur le prometteur Projet Espérance, des contrats originaux signés, et finalement la lettre mentionnée par son père. Les mains tremblantes, Hélène commença à lire l'élégante calligraphie de son grand-père. « Mon cher Charles, si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus parmi vous. Il y a beaucoup de choses que je dois confesser, des vérités que j'ai portées en silence pendant des décennies pour protéger notre famille. L'homme que le monde connaît comme Auguste Mercier, le grand entrepreneur, était autrefois mon meilleur ami. Nous avons grandi ensemble, rêvé ensemble, et ensemble fondé Mercier & Dubois. Notre plus grand rêve était le projet Espérance. Pas seulement construire des maisons, mais construire des communautés. Mais Auguste a changé. Le pouvoir, l'argent, l'influence, tout cela l'a transformé. Quand j'ai découvert qu'il avait falsifié des documents et soudoyé des autorités, je l'ai confronté. C'est pour le bien commun, a-t-il dit. La fin justifie les moyens. J'étais en désaccord. J'ai menacé de tout exposer s'il ne régularisait pas la situation. La nuit suivante, notre bureau a pris feu. Tous ont cru que c'était un accident.
Mais j'ai vu Auguste quitter les lieux quelques minutes avant. Je ne l'ai jamais confronté à ce sujet. Il était devenu trop dangereux. Ce qui a suivi fut une campagne systématique pour me discréditer. Auguste a utilisé son influence pour faire de moi le coupable, le saboteur. L'accord que j'ai signé, assumant une dette qui n'était pas la mienne, était le prix que j'ai payé pour la sécurité de notre famille. Mais j'ai gardé ces documents comme preuve de la vérité. Un jour, peut-être, la justice pourra être rétablie. Je ne garde pas de rancune, fils. Le ressentiment ne consume que celui qui le porte. Mais je crois en la vérité, même si elle met des générations à émerger. Avec amour, ton père, Antoine Dubois. Des larmes coulaient sur le visage d'Hélène quand elle termina sa lecture. Toute sa vie avait été façonnée par cette injustice, ce mensonge qui avait traversé des générations. Et maintenant, ironiquement, elle était mariée au petit-fils de l'homme qui avait détruit sa famille. Un bruit à la porte la fit sursauter. En se retournant, elle trouva Raphaël debout à l'entrée du bureau, l'observant avec une expression indéchiffrable. « Votre père m'a dit que vous seriez ici, » dit-il, sa voix étrangement calme. « Nous devons parler, Hélène. » Elle se leva, tenant fermement la lettre. « Oui, nous devons parler. Vous saviez tout cela ?» Sa voix tremblait d'émotion. « Vous saviez que votre grand-père avait forgé cette dette, qu'il avait trahi et détruit mon grand-père ?» Raphaël ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'approcha lentement et tendit la main. « Puis-je lire ?» Hélène hésita, mais lui remit la lettre. Elle observa attentivement son visage pendant qu'il lisait, cherchant tout signe de surprise ou de culpabilité. Mais Raphaël maintenait son expression neutre, impénétrable. Quand il termina, il leva les yeux vers elle. « J'en avais des soupçons, » admit-il finalement. Il y avait des incohérences dans l'histoire que racontait mon grand-père, des détails qui ne s'emboîtaient pas. Quand j'ai trouvé le contrat original il y a des années, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Et pourtant, vous m'avez forcé à ce mariage. L'indignation d'Hélène était palpable. Vous avez utilisé une dette frauduleuse pour me manipuler, pour manipuler ma famille. Raphaël passa la main dans ses cheveux, un geste qu'Hélène reconnaissait maintenant comme un signe de nervosité. Ce n'était pas exactement comme ça, dit-il, semblant sincèrement troublé. J'avais besoin de temps pour découvrir toute la vérité. Me rapprocher de vous, de votre famille, semblait être le seul moyen. Alors je fais partie d'une sorte d'enquête privée? La voix d'Hélène s'éleva. Un moyen pour vous de soulager votre conscience des crimes commis par votre grand-père. Non, s'exclama Raphaël, sa composition habituelle se brisant finalement. Au début, peut-être, mais après vous avoir rencontré, tout a changé. Il s'approcha, essayant de toucher son visage, mais Hélène recula. « Je ne sais pas si je peux vous croire maintenant, » dit-elle, la voix émue. « Notre mariage entier est basé sur un mensonge. Non, notre mariage a commencé basé sur un contrat, » corrigea Raphaël. « Ce qu'il est devenu ensuite, c'est réel, Hélène. » Elle secoua la tête, confuse et blessée. « J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. » Raphaël acquiesça, respectant son espace. « Je comprends. Mais avant que vous ne tiriez des conclusions, il y a quelque chose que vous devez voir. » Il sortit de la poche intérieure de sa veste une enveloppe et la tendit à Hélène. À l'intérieur, il y avait un acte notarié récent, transférant la propriété d'un terrain dans l'est de Paris à une fondation appelée Institut Espérance. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hélène, confuse. « Le terrain original du projet Espérance », expliqua Raphaël. « Je l'ai acheté secrètement l'année dernière. La fondation a été établie au nom de nos grands-pères pour réaliser le rêve qu'ils n'ont jamais pu concrétiser, construire des logements sociaux de qualité. » Hélène regarda les documents stupéfaite. « Vous avez fait cela avant même de me connaître ?» Raphaël acquiesça. « Comme je l'ai dit, je soupçonnais la vérité. Je voulais faire la paix avec le passé d'une certaine façon. Et quand je vous ai finalement rencontré, vous auriez pu simplement me le dire, » interrompit Hélène. « Être honnête dès le début. Et m'auriez-vous cru ?» questionna Raphaël. Le petit-fils d'Auguste Mercier apparaissant de nulle part, affirmant que la dette que votre famille a portée pendant des décennies était fausse, qu'il voulait faire la paix. Hélène réfléchit, réalisant qu'il avait raison. Elle ne lui aurait jamais fait confiance. De plus, continua Raphaël, j'avais besoin d'être sûr. Si j'avais tort, si la version de mon grand-père était vraie, j'aurais commis une injustice envers ma propre famille. Hélène s'assit à nouveau, essayant d'assimiler tout cela. Alors, que se passe-t-il maintenant? Raphaël s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Maintenant, si vous le voulez,
nous pouvons transformer ce mariage en quelque chose de réel. Sans contrat, sans délai. Juste deux personnes qui, contre toute attente, ont trouvé quelque chose de précieux ensemble. Ses yeux verts, habituellement si contrôlés, débordaient maintenant d'émotion. Hélène sentit son cœur s'accélérer. Une partie d'elle voulait croire, voulait se livrer à ce sentiment qui grandissait entre eux, mais une autre partie était encore blessée, confuse. « J'ai besoin de temps », répéta-t-elle plus doucement. « Tout cela est trop à absorber d'un coup. » Raphaël acquiesça, respectant sa décision. « Tout le temps dont vous avez besoin. En attendant, que pensez-vous de travailler ensemble sur l'Institut Espérance, réaliser le rêve de nos grands-pères, corriger les erreurs du passé ?» Hélène regarda la lettre de son grand-père, les documents de l'Institut, et finalement Raphaël, non plus l'étranger intimidant de l'hélicoptère, mais un homme complexe, imparfait, et étonnamment déterminé à faire ce qui est juste. « Je pense que nos grands-pères aimeraient cela », répondit-elle finalement, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Alors que le soleil se couchait sur la campagne normande, Hélène et Raphaël restèrent dans le petit bureau, entourés par les échos du passé, mais avec les yeux tournés vers un avenir qui, pour la première fois, semblait vraiment prometteur. L'histoire de leur famille, entremêlée de mensonges et de trahisons, avait maintenant la chance de suivre un nouveau cours, un cours de rédemption, de vérité et peut-être d'amour authentique. Les 3 mois qui suivirent à la découverte à la ferme de Normandie furent de profondes transformations pour Hélène et Raphaël. Sur sa suggestion, ils décidèrent de vivre séparément pendant un temps. Hélène retourna temporairement dans son ancien appartement du Marais, tandis que Raphaël resta dans le luxueux appartement de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Au travail, il maintenait la façade du mariage parfait, mais en coulisses, ils reconstruisaient leur relation depuis les fondations, cette fois basées sur la vérité. Tous les mardis et jeudis, ils se réunissaient au bureau de Mercier Immobilier pour travailler sur le projet de l'Institut Espérance. Le terrain dans l'est de Paris, abandonné depuis des décennies, bouillonnait maintenant d'activité. Architectes, ingénieurs et consultants communautaires travaillaient ensemble pour créer un projet qui honorerait la vision originale de leur grand-père, mais avec des technologies et des concepts modernes. « Que pensez-vous d'inclure des jardins communautaires sur les terrasses ?» suggéra Hélène lors d'une de ces réunions, penchée sur le plan du projet. Ce serait une façon de promouvoir la durabilité et de renforcer les liens entre les résidents. Raphaël l'observa avec admiration. Ces dernières semaines, Hélène s'était investie dans le projet avec une passion qui le surprenait et l'enchantait. Son approche méticuleuse des chiffres se combinait avec une sensibilité sociale qu'il n'avait jamais vraiment valorisée auparavant. « C'est une excellente idée », approuva Raphaël. « Nous pouvons l'intégrer à un système de récupération d'eau de pluie pour l'irrigation. » Les samedis, ils visitaient ensemble le terrain pour suivre l'avancement des travaux préliminaires. Lors d'une de ces journées, en se promenant sur le site, Raphaël remarqua Hélène immobile, regardant pensivement l'horizon de la ville. « 1 centime pour vos pensées », dit-il, s'approchant. Hélène sourit, un sourire qui ne portait plus la méfiance initiale. « Je pensais à comme la vie est pleine de détours. Il y a 6 mois, j'étais terrifié à l'idée de vous épouser. Maintenant, nous sommes ici, réalisant le rêve de nos grands-pères. » Raphaël prit son courage et lui prit la main, un geste qui, ces derniers mois, était devenu plus naturel entre eux. « Regrettez-vous d'avoir accepté l'accord, même en sachant maintenant que la dette était frauduleuse ?» Hélène réfléchit un moment. « Non, répondit-elle finalement. Si je n'avais pas accepté, nous n'aurions jamais découvert la vérité. Et ce projet n'existerait pas. » Le soleil de décembre brillait fort au-dessus d'eux. La chaleur de l'hiver parisien commençait à peine, mais se faisait déjà sentir. Raphaël offrit sa bouteille d'eau à Hélène, un geste simple qui symbolisait combien ils avaient évolué, de la distance formelle aux petits actes d'attention. « J'ai beaucoup pensé à nous », confessa Raphaël, sa voix plus douce que d'habitude, « à ce qui se passera quand notre contrat prendra fin. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. C'était la première fois qu'ils abordaient directement ce sujet depuis la découverte à la ferme. « Et qu'avez-vous pensé ? »« Que je ne veux pas que cela se termine, » répondit-il simplement. « Que ce qui a commencé comme un accord commercial s'est transformé en quelque chose que je n'imaginais jamais retrouver après Isabelle. » Hélène savait combien cet aveu lui coûtait, l'homme qui avait construit tant de défenses autour de son cœur. « Raphaël, Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, » l'interrompit-il doucement. « Je voulais simplement que vous sachiez que, pour moi,
Notre mariage a cessé d'être une façade depuis longtemps. Cette nuit-là, Hélène ne put dormir. Les paroles de Raphaël résonnaient dans son esprit avec les sentiments qu'elle essayait d'ignorer. Oui, il avait commencé tout cela par un mensonge, ou au minimum une grave omission. Mais dans les mois qui avaient suivi, il avait démontré un engagement sincère non seulement envers elle, mais aussi envers la réparation des erreurs du passé. Le dimanche suivant, Hélène alla déjeuner chez ses parents. Lucas, son frère, était venu de Lyon pour le week-end, amenant sa petite amie Camille pour rencontrer la famille. « Et comment vont les choses avec le mari hélicoptère » taquina Lucas, utilisant le surnom qu'il avait créé pour Raphaël. « Toujours à faire semblant ?» Hélène lança un regard d'avertissement à son frère. Ses parents ne connaissaient ni la nature originale du mariage, ni les récentes découvertes sur la dette familiale. « Les choses évoluent, » répondit-elle prudemment. Traduction. « Elle est amoureuse, » plaisanta Lucas, recevant un coup de coude de Camille. « Laisse ta sœur tranquille, » intervint Élise, apportant un plat de coq au vin à table. L'important était qu'ils semblent heureux ensemble. Je n'ai jamais vu Hélène aussi rayonnante que ces dernières semaines. C'était vrai et Hélène le savait. Malgré toutes les complications, quelque chose avait fleuri entre elle et Raphaël, quelque chose d'inattendu et, pour cette raison même, encore plus précieux. Après le déjeuner, tout en aidant sa mère à faire la vaisselle, Hélène se sentit poussée à demander « Maman, comment as-tu su que papa était le bon ?» Élise sourit, s'essuyant les mains sur son tablier. « Je ne l'ai pas su immédiatement. En fait, au début, je trouvais ton père un peu arrogant. »« Vraiment ?» Hélène rit, surprise par cette révélation. « Oh oui, c'était ce genre de jeune homme plein d'assurance qui pensait tout savoir. » Élise sourit au souvenir. « Mais alors, un jour, je l'ai vu avec ta grand-mère. La façon dont il la traitait, avec tant de respect et d'affection. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus en lui qu'il n'y paraissait. « Et comment as-tu su que tu étais amoureuse ?» insista Hélène. Élise réfléchit un moment. « Quand j'ai réalisé que je commençais à l'inclure dans tous mes projets futurs, je n'arrivais plus à imaginer ma vie sans lui. » Elle regarda sa fille avec curiosité. « Pourquoi ces questions maintenant ?» Hélène haussa les épaules, essayant de paraître désinvolte. Simple curiosité. Mais ce soir-là, seule dans son appartement, les paroles de sa mère résonnaient profondément. Hélène réalisa que, sans s'en rendre compte, elle avait commencé à inclure Raphaël dans tous ses projets d'avenir. L'idée de revenir à sa vie d'avant sans lui semblait de plus en plus impensable. Le lendemain matin, Hélène fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle arriva en retard au travail. Elle avait passé une bonne partie de la nuit à réfléchir et à prendre une décision qui changerait le cours de sa vie. En arrivant à Mercier Immobilier, elle ignora son propre bureau et se dirigea directement vers celui de Raphaël. Claire tenta de l'intercepter. « Il est en réunion importante avec... »« Je dois le voir maintenant », interrompit Hélène, avec une détermination qui la surprit elle-même. Sans attendre de réponse, elle ouvrit la porte de la salle de réunion, où Raphaël discutait avec 3 dirigeants japonais. Tous les regards se tournèrent vers elle, surpris par l'interruption. « Hélène ?» Raphaël se leva, inquiet. « Il s'est passé quelque chose ?»« Nous devons parler, » dit-elle, son cœur battant si fort qu'elle était certaine que tous dans la salle pouvaient l'entendre. « Maintenant !» Raphaël s'excusa auprès des visiteurs et suivit Hélène jusqu'à son bureau privé. Dès qu'il ferma la porte, il demanda « Que se passe-t-il? Vous allez bien ?»« Je déménage », annonça abruptement Hélène. Le visage de Raphaël pâlit. « Vous partez? Pour où ?»« Pour l'appartement rue du Faubourg Saint-Honoré », répondit-elle, observant avec satisfaction quand la compréhension illumina son visage. « Si l'invitation tient toujours. » Le sourire qui se forma sur les lèvres de Raphaël était si authentique, si plein d'espoir, qu'Hélène sentit son cœur fondre. « L'invitation a toujours été valable, » dit-il, s'approchant. « Mais êtes-vous sûr ?»« Après tout, je n'ai jamais été aussi sûr, » interrompit Hélène. « Ce qui a commencé comme un contrat s'est transformé en quelque chose de réel pour moi aussi, Raphaël, quelque chose que je veux explorer, sans délai, sans clause. » Raphaël toucha son visage avec une délicatesse surprenante pour un homme si puissant. « Savez-vous ce que cela signifie? Nous rompons le contrat original. Techniquement, vous pourriez exiger cette indemnité de 5 millions. » Hélène rit. « Étant donné que la dette qui a tout déclenché était frauduleuse, je pense que nous pouvons déchirer ce contrat. » Ou, Raphaël sourit,
Ce sourire qu'Hélène savait maintenant être authentique, nous pouvons renégocier ces termes. 2 semaines plus tard, lors d'une cérémonie intime dans le jardin de la villa de Deauville, Hélène et Raphaël renouvelèrent leurs vœux de mariage. Cette fois, il n'y avait pas de contrat, seulement un engagement sincère entre 2 personnes qui avaient trouvé l'amour dans l'endroit le plus inattendu. Parmi les invités, outre la famille et les amis proches, se trouvaient quelques-uns des futurs résidents de l'Institut Espérance, des familles qui avaient été sélectionnées pour le projet pilote. Voir ces personnes, dont les vies seraient transformées par le rêve commun de leur grand-père, apporta une dimension spéciale à la célébration. Qui l'aurait cru, commenta Julie, la meilleure amie d'Hélène pendant la réception. Tu es vraiment tombée amoureuse de l'homme de l'hélicoptère. Hélène sourit, observant Raphaël de l'autre côté du jardin, conversant avec animation avec son père. La tension qui caractérisait auparavant sa posture avait été remplacée par une sérénité que peu associeraient au puissant homme d'affaires. La vie a un sens de l'humour particulier, répondit Hélène. Mais tu sais ce qui est le plus ironique. Je crois que, d'une certaine façon, nos grands-pères ont toujours su que nos familles se réuniraient un jour. Ce soir-là, dans la chambre principale de la villa, qu'ils partageaient maintenant sans hésitation, Raphaël offrit à Hélène une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle curieuse. « Ouvrez » l'encouragea-t-il. À l'intérieur, Hélène trouva une vieille clé avec un porte-clés usé portant les initiales M&D, Mercier en Dubois. « Je l'ai trouvée parmi les affaires de mon grand-père » expliqua Raphaël. « Je crois que c'est la clé de leur premier bureau. Un symbole du début de tout. » Hélène tint la clé avec révérence, sentant le poids de l'histoire qu'elle portait. « C'est parfait » dit-elle, émue. « Un rappel d'où nous venons et où nous allons. » En parlant de là où nous allons, Raphaël s'approcha, l'enveloppant dans ses bras. « J'ai reçu une nouvelle aujourd'hui. La mairie a approuvé tous les projets de l'Institut Espérance. Les travaux principaux commencent la semaine prochaine. » Hélène sentit une vague d'émotion. Cela signifie que dans environ 1 an, 100 familles auront un nouveau foyer, compléta Raphaël. Et ce n'est que le début. Si le modèle fonctionne comme nous l'espérons, nous pourrons l'étendre à d'autres quartiers de la ville. Hélène appuya sa tête contre la poitrine de Raphaël, écoutant les battements fermes de son cœur. Qui aurait pu imaginer que cet homme intimidant, qui avait atterri en hélicoptère dans son modeste cabinet comptable, deviendrait non seulement son mari, mais aussi son partenaire dans un projet de transformation sociale. « Tu sais ce qui m'émeut le plus » commenta Hélène, passant au tutoiement qui était devenu naturel entre eux ces dernières semaines. « Penser que nos grands-pères, où qu'ils soient, doivent nous regarder maintenant, voyant leurs familles réunies à nouveau et leurs rêves finalement se concrétiser. » Raphaël embrassa le sommet de sa tête, et dire que tout a commencé par un contrat que nous avons signé sans vraiment y croire. « La vie a des façons surprenantes de nous guider là où nous devons être, » philosopha Hélène. « Même quand nous pensons être aux commandes, il y a des forces plus grandes à l'œuvre. » 6 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé de juillet, Hélène et Raphaël se tenèrent sur la terrasse du premier immeuble achevé de l'Institut Espérance. Les jardins communautaires qu'Hélène avait suggérés fleurissaient, entretenus par les nouveaux résidents. Des enfants couraient dans l'aire de jeu écologiquement conçu, tandis que les adultes conversaient dans les espaces communs. « Nous avons réussi », dit Hélène, entrelaçant ses doigts à ceux de Raphaël. « Nous avons réalisé leurs rêves. » Raphaël sourit, non plus le sourire contrôlé de l'exécutif implacable, mais le sourire sincère d'un homme en paix avec lui-même et son passé. « Et nous ne faisons que commencer, » répondit-il. « La Fondation Mercier-Dubois a déjà des plans pour de nouveaux projets à Argenteuil et Saint-Denis. » La Fondation, créée officiellement 3 mois auparavant, était la concrétisation d'une nouvelle vision pour la fortune des Mercier. Une vision qui combinait les talents d'entrepreneur de Raphaël avec la sensibilité sociale d'Hélène. « Nous avons beaucoup de travail devant nous, » commenta Hélène, observant la ville qui s'étendait à l'horizon. « Et toute une vie pour le réaliser, » compléta Raphaël, l'attirant plus près. Ensemble. Alors que le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, Hélène réfléchit au parcours extraordinaire qu'elle avait vécu. De la peur et du ressentiment initiaux à l'amour profond et au partenariat qu'elle partageait maintenant avec Raphaël. Des mensonges et manipulations du passé à la vérité et à la rédemption du présent. Le mariage qui avait commencé comme un contrat commercial froid s'était transformé en une union d'âme, de buts, de rêves. Et tandis qu'elle observait les familles qui habitaient maintenant l'Institut Espérance, Hélène comprit
que certaines histoires d'amour transcendent les générations, commençant avec deux jeunes visionnaires dont le rêve fut interrompu et culminant avec leurs petits-enfants qui trouvèrent l'amour en honorant leur héritage. Ce soir-là, de retour à l'appartement rue du Faubourg Saint-Honoré, désormais véritablement un foyer, rempli de livres, de photographies et de souvenirs partagés, Hélène trouva Raphaël dans la bibliothèque, feuilletant le vieux exemplaire de Gatsby le Magnifique. « Toujours ton préféré ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « Toujours », répondit-il, posant le livre de côté pour l'enlacer. « Mais maintenant j'ai une nouvelle histoire préférée. »« Laquelle ?» demanda Hélène, bien qu'elle connût déjà la réponse. « La nôtre », dit simplement Raphaël. « L'histoire de la comptable et de l'homme d'affaires, qui a commencé avec un hélicoptère et un contrat absurde, et s'est terminé par « l'amour », compléta Hélène, l'embrassant doucement. Et ainsi, au cœur de la ville qui ne dort jamais, deux âmes que le destin avait entrelacées trouvèrent à leur place, l'une avec l'autre, honorant le passé, vivant le présent et construisant ensemble un avenir où les rêves de ceux qui les avaient précédés devenaient enfin réalité.